Parfum Terre de France. Une collection de parfums et d'accessoires au service de notre pays. Notre engagement est simple. 100% de nos bénéfices sont reversés à des agriculteurs en difficulté, des familles de militaires et des écoles rurales. Tous les articles que nous créons, parfums, savons et bijoux, sont imaginés et fabriqués en France. À découvrir sur parfumterredefrance.fr. Redonnons du sens à nos achats. parfumterredefrance.fr. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ouais, non, je vais pas vous faire Trump en train de danser sur YMCA, mais tous, Charles Gave, William T, Clémence, ils sont tous déjà en train de danser. Mais la peau de l'ours n'est pas encore vendue, attention, ni tuée, attention. On n'en est pas là, mais quand même, ça a avancé depuis hier soir. Hein. Après une nuit blanche, justement, les Américains votaient, nous on regardait, et il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et auparavant, vous allez écouter, parce que chacun, effectivement, y est allé de sa parole hier, alors que les résultats n'étaient pas là, ils ne pouvaient pas dire « oui, j'ai gagné ». En revanche, ils se sont exprimés. D'abord, c'est Joe Biden. Voici ce qu'il disait. Ce n'est pas à moi, ni à Donald Trump de déclarer le vainqueur de cette élection. C'est au peuple américain, mais je reste optimiste quant aux résultats. J'aimerais remercier chacun d'entre vous qui vous êtes déplacés pour voter. Voilà, Joe Biden, je suis optimiste, c'est pas à nous de déclarer, c'est à vous le peuple, et je suis optimiste, et on va gagner. Et Donald Trump, qui lui était à la Maison-Blanche, eh bien voici, une demi-heure ou une heure plus tard, voici ce qu'il a dit. Notamment. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. Oui, alors lui, il va plus loin. Alors Donald Trump, lui, il dit, on a gagné, mais il y a de la fraude. Et attention, si on fait pas attention, si on ne corrige pas tout ça, on ira à la Cour suprême. Alors lui, c'est assez intéressant parce que apparemment, il est en tête. Et puis, il est plutôt offensif. Alors justement, nous avons avec nous, et je suis très heureux de les recevoir, Charles Gave, avec qui nous avons beaucoup discuté de la famille Biden, la merveilleuse famille Biden, qui est président de l'Institut des libertés et qui connaît très bien la politique américaine, et William T, qui est président du think tank Le Millénaire, et qui a écrit un très bon rapport, très brillant, sur la nouvelle révolution conservatrice américaine et qui nous concerne aussi, et nous allons en parler. Mais alors, Charles Gave, je comprends pas très bien, en fait. On comprend pas très bien, parce que à l'heure où nous parlons, Trump est quand même, il n'est pas en tête dans les chiffres des grands électeurs, puisque aujourd'hui, à 11h, à 11h heure de Paris, nous étions à 238 pour Joe Biden et 213 grands électeurs pour Donald Trump. Mais enfin, apparemment, il est bien parti pour l'emporter. Mais encore une fois, nous n'avons pas évidemment précédé l'événement et avancé plus vite que la musique. Pourquoi ce ton offensif chez Trump, à votre avis ? Mais écoutez, avant de vous répondre, je voudrais vous parler d'une particularité de la Constitution américaine dont je suis sûr que la plupart de vos auditeurs ne sont pas conscients. Au cas où ce serait 269, c'est-à-dire où ce serait une égalité totale. Oui, ça peut arriver, ça, oui. Ça peut arriver. Hein, ouais. Ce serait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le président de la République est élu par la Chambre des représentants, ce sera donc Biden, et le vice-président est élu par le Sénat, ce sera donc Pence. Ok. Ah oui, c'est-à-dire, si c'est ça, c'est un duo Biden-Pence. Oui. Ce qui veut dire que comme Biden est gâteux et que l'idée c'était de le virer dans 3 mois. Bien sûr. À ce moment-là, on se retrouverait avec un Pence président, ce qui, au cas où on serait à 269, ce qui, avouez-le, nous permettrait de dire que les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est vrai, mais enfin, il y a peu de chances, je pense, d'arriver là. Mais auparavant, à votre avis, alors justement, par rapport à ce que vous attendiez, Charles Gave, évidemment, à chaque fois, on dit la même chose. En 2016, rappelez-vous, les sondages, 48 heures avant, donnaient Hillary Clinton grande gagnante. Il s'est passé ce qui est passé. La même chose, les sondages, on l'a vu, donnaient 10 points d'avance à Biden sur Trump. Et on a vu ce qui s'est passé. Alors,
Comment vous décryptez ça? Mais vous savez, je crois d'abord que Trump est un bon bagarreur. Hein. Il aime bien, il a un fond... sa mère était écossaise, je crois, et... Son père d'origine allemande. Son père d'origine allemande, et comme on dit en rugby, quand la boîte à claques est ouverte, il n'est jamais le dernier à y aller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il aime bien y aller. Il ne faut pas oublier qu'à peu près, sur tous les journaux et les chaînes de télévision américaines, les radios, etc., il y en a eu 7 qui sont tenus plainte contre 2000 qui ont soutenu Biden. Ouais. Et donc, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin c'est un peu étonnant. Et donc, qu'il y a un certain nombre de ces gens dans le Parti démocrate qui ont une réputation un peu douteuse, en particulier dans la région de Philadelphie ou dans le New Jersey, etc., qui se soient livrés à ce qu'ils appellent harvesting the vote, c'est-à-dire d'aller voir les maisons de retraite. Ah oui, et d'aller à la moisson. D'aller à la moisson des votes et de leur dire vous votez là, vous signez là, etc. Et donc, Trump a peut-être déjà en réserve un certain nombre de témoignages de gens qui disent moi j'ai voté parce qu'on m'a forcé à voter, j'étais dans ma maison de retraite, je demandais rien à personne. D'où en disant attention. En disant attention, j'ai un recours et je vais peut-être aller à la Cour suprême parce que si on réussit à prouver ça. Le problème avec le vote par correspondance, c'est que tel qu'il est organisé aux États-Unis, il n'est pas secret. Oui, ah oui. Et donc, oui, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne voit pas dans l'isoloir, même dans son coin, dans son bureau, ou son EHPAD, ou sa maison de retraite, ou ailleurs. Non. Il peut y avoir des gens qui arrivent avec des papiers et qui lui disent bon ben voilà, maintenant il faut voter et vous allez voter, vous allez voter comme ça, etc. Donc je ne dis pas que ça s'est passé, mais si ça s'est passé, ça se saura et ça met en cause gravement tout à fait. Le vote. Et il faut dire à nos auditeurs aussi que pour la première fois dans l'histoire, en tout cas l'histoire récente de l'Amérique, des USA, il a eu près de 80 millions de votes par correspondance, en tout cas de votes, c'est ça, ou presque 100 millions. Avec les votes en avance, on arrive à 100 millions. C'est ça. Alors que justement, c'est énorme. D'habitude, c'est 20 à 25 millions. William T, votre décryptage un peu de ce qui s'est passé. Nous, pour l'instant, on a sorti une prévision de carte électorale. On est à peu près bon partout, sauf dans un État où on a été surpris, c'est l'Arizona, qui a basculé vers Joe Biden. On pensait que ça allait tomber vers Donald Trump. Ce qui est surprenant aussi près du micro. Ce qui est surprenant, c'est dans ce scrutin, c'est que les États qui semblent tomber pour Donald Trump, comme la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, ne sont toujours pas annoncés pour Donald Trump. Et c'est véritablement surprenant. En fait, notre analyse, c'est que la Géorgie aussi, non ? La Géorgie aussi, où Donald Trump a beaucoup de voix d'avance. Ce qui est surprenant, en fait, depuis le début, c'est que depuis que Donald Trump est arrivé, les démocrates ont tout fait pour l'éliminer. Ils ont sorti la question de la Russie. Ils lui ont sorti la question de la destitution. Ils ont mis globalement tous leurs services de presse. Où je crois qu'il y a un article. Sans compter le FBI, la CIA, etc. Il y a un article qui est sorti qui disait que Donald Trump avait subi une couverture de presse avec 92% d'articles négatifs sur sa présidence. Alors que pourtant, quand on a des chiffres économiques comme les siens, etc., on pourrait se dire bon, au moins on a un média, on peut dire qu'il y a de la croissance économique. Alors sur le scrutin, moi je pense que Donald Trump a raison de faire cette déclaration. Parce que globalement, il y a quand même, quand on a suivi la soirée électorale, on a vu que dans certains endroits, notamment favorables à Trump, il y a des machines qui ne fonctionnaient pas. Donc il a tout à fait raison de ne pas se faire voler sa victoire. Et puis en plus, il faut se rappeler pourquoi est-ce que Donald Trump a été élu. Donald Trump a été élu par l'Amérique profonde pour lutter contre l'establishment et en gros les élites américaines qui ont globalement, pour les Américains déclassés, vendu le pays à l'étranger ou pour des intérêts étrangers. La Chine, la Russie, etc. L'Ukraine. Ou aux grands intérêts financiers ou à la big tech. Donc comme Donald Trump est le porte-parole et que ces gens-là ne veulent pas se faire voler la victoire parce qu'ils lui ont permis de faire un hold-up électoral en 2016, il a tout à fait raison de contester et je pense que in fine la Cour suprême lui donnera raison et que on n'aura jamais en fait la vérité du scrutin parce que vraisemblablement en fait c'est un peu comme l'affaire Copé-Fillon en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque où chacun annonçait sa victoire, mais que globalement on va se diriger vers certes un résultat qui est litigieux des deux côtés, mais que Donald Trump peut rester président des États-Unis 4 ans. Charles Gave. Est-ce qu'on va vers comme ça? Moi, je ne vais pas essayer de faire de la politique fiction, parce que ça, je ne sais pas faire. Mais par contre, je crois qu'on peut dessiner, dans le fond, deux scénarios. Le premier, c'est Donald Trump finit par l'emporter grâce aux États là-haut, vous savez, tout de même. Oui, ça peut arriver, tout à fait. Ça peut encore, logiquement, normalement, etc. À tort ou à raison, il est battu. Et ça, c'est un scénario épouvantable pour les États-Unis. Pourquoi ?
Parce que maintenant, vous avez le peuple qui est divisé en deux. Et dans le fond, les élites ont cette caractéristique très étonnante de haïr les électeurs de Donald Trump. Qui leur rendent avec beaucoup d'allégresse. D'allégresse également. Et là, si Trump se retrouve le chef du parti battu, de l'opposition, les États-Unis vont être ingouvernables parce que tous les États du centre des États-Unis sont à la limite de dire, écoutez, c'est pas Biden, c'est pas notre président. Donc c'est une erreur. Ils feront pas sécession physique, mais ils feront sécession mentale. Ils feront sécession mentale, et ça va amener à une situation de blocage. Alors, la très bonne nouvelle, quoi qu'il se passe dans les élections maintenant, c'est que le Sénat est maintenu chez les Républicains. Ce qui veut dire que les démocrates ne peuvent pas toucher à la Cour suprême. Donc ils ne peuvent pas changer la Constitution, ils ne peuvent pas mettre 6 ou 7 juges pour les faire passer à gauche, etc. Mais ça veut dire aussi que tout le personnel administratif et politique qui va devoir maintenant, au cas où Trump serait battu, remplacer l'administration sortante, en quelque sorte, doit être intronisé par le Sénat. Ah oui. Donc, accepté par le Sénat. Oui, bien sûr. Et donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer s'il y a des doutes sur l'élection de la nouvelle administration. Donc, on a une espèce de situation de blocage qui s'amène aux États-Unis, où, dans le fond, un petit peu comme en France, les classes dirigeantes essayent d'amener un homme illégitime. Ouais, qui sera peut-être légal, mais qui sera perçu au moins par la moitié de la population comme illégitime. Et comme De Gaulle l'a dit je ne sais combien de fois, quand il y a un hiatus entre la légalité et la légitimité, c'est là que les gens commencent à se mettre sur la gueule, quoi. C'est évident. Donc il me semble, si vous voulez, que c'est une situation... Dites-moi, on pourrait presque être Maurrassier, un pays légal, pays réel. C'est pas faux, mais vous savez, le père de De Gaulle était un Maurrassien, il lisait l'Action française tous les jours, il l'a lu tant qu'il était petit, il avait peut-être quelques idées, quelques lumières qui lui venaient de là. On va continuer avec vous et cette conversation, c'est passionnant, avec William T, avec Charles Gave. Et après ceci, nous allons recevoir très vite Jérôme Rivière, qui est à Washington, qui suit de là-bas la campagne, député européen, il sera avec nous. Après ceci, connu rappeur 50 Cent, qui a d'ailleurs soutenu Trump, et c'est amusant parce que Chelsea Handler, qui est je crois son ancienne petite amie, a dit à 50 Cent, très grand rappeur, très connu, aussi connu qu'Eminem, il a dit mais comment tu peux voter pour Trump, tu es noir? Formidable, hein? Alors, si ça s'appelle pas du racisme, ça, je me demande comment ça s'appelle. On assigne la résidence? Enfin, toujours est-il, on assigne la résidence des minorités, c'est joli, hein? Alors, toujours est-il que nous continuons à parler, évidemment, les Américains parlent aux Américains, les Américains votent, et nous regardons, nous écoutons, nous essayons d'analyser avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés, qui connaît très bien la politique américaine, et William T, qui est président du think tank Le Millénaire, et qui vient d'écrire un très bon rapport sur la révolution Trump. Et nous avons avec nous, je pense qu'il est là, Jérôme Rivière, député européen. Bonjour Jérôme. Bonjour André Percoff. Bonjour Jérôme Rivière. Alors dites-moi, vous êtes à Washington là, je sais que vous avez assisté à un des derniers meetings, des plus récents meetings de Trump. Alors quelle est la situation? Comment on sent les choses? Ici, on a l'impression que pour le moment, c'est encore un peu bloqué, puis c'est la nuit, la pleine nuit. Merci d'ailleurs d'être là, parce que chez vous, il est effectivement 6h30 du matin. Mais la situation, comment on l'évalue dans le camp Trump? Écoutez, dans le camp Trump, ils n'ont pas été vraiment surpris par ce qui s'est produit hier soir. On avait eu l'occasion, avec la délégation du Rassemblement national que je conduis aux États-Unis, de rencontrer Rudy Giuliani. Donc, oui. Vous savez, Rudy Giuliani, c'est l'avocat du personnel du président Trump. Et l'ancien maire de New York. Ancien maire de New York. Et ce qui se déroule en ce moment, c'est à peu près le scénario qu'il nous avait expliqué, en nous disant que les démocrates n'auraient pas de grande vague bleue. Et il faut bien constater que la Floride qu'ils espéraient gagner n'a pas été gagnée, le Texas qu'ils espéraient gagner n'a pas été gagné. Donc
aucune des grandes victoires ou des moments importants que les démocrates comptaient obtenir pour avoir une dynamique n'est venue se réaliser. Sauf l'Arizona, derrière, un peu, oui, enfin. Sauf l'Arizona, effectivement, mais c'est un État relativement mineur par rapport aux États sur lesquels il comptait. Voilà. Et depuis le début, dans les États qui aujourd'hui sont un peu clés, j'illustrerai avec celui de la Pennsylvanie. Oui. Ce sont des États qui sont dirigés par des équipes démocrates. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, peut-être l'avez-vous déjà dit, mais ce sont les États qui organisent les conditions du vote. C'est pas du tout l'État fédéral, mais c'est chacun des États qui décide de la façon dont se déroule le vote. Et en Pennsylvanie, vous avez eu cette décision tout à fait surprenante en pleine nuit, alors que les bulletins sont en train d'être comptés. La ville de Philadelphie a tout d'un coup décidé d'arrêter de compter. Ouais. Ils ont mis les bulletins dans des pièces, ils ont fermé à clé. Et ces villes sont connues pour être des endroits où il y a beaucoup de triches. Alors vous avez tout d'un coup, ils retrouvent, on a retrouvé 40 000 bulletins ici, on vient de retrouver un sac avec 20 000 bulletins par là. C'est pas, je n'exagère rien, hein, c'est véritablement ce qui est en train de se passer. Ouais. Vous avez tout d'un coup des bulletins qui apparaissent. Voilà. Ouais. La réalité, c'est que derrière, ça va être extrêmement contesté. Et que j'entendais, je crois que c'est Charles Gave qui l'expliquait tout à l'heure, tout ça va se terminer devant la Cour suprême. C'est-à-dire qu'un peu comme ce qu'on a connu en 2000 en Floride, il y aura des litiges au niveau des États, mais à la fin, c'est au niveau de la Cour suprême que ce sera décidé. Et la Cour suprême aujourd'hui est une cour qui est très favorable à Donald Trump. Ça c'est clair. Mais Jérôme Rivière, donc d'après vous, on va vers ça, c'est-à-dire qu'on risque de ne pas avoir de président de la République, en tout cas nommé, avant, si c'est la Cour suprême et si on arrive au litige, c'est quelques semaines même, peut-être. Je pense que c'est l'objectif très clairement affiché des démocrates. Aujourd'hui, en Pennsylvanie, qui est quand même clé parce qu'il y a 20 grands électeurs, son avance est considérable. C'est près de 700 000 voix lorsque les choses se sont arrêtées. C'est quand même beaucoup de bulletins qui voteraient Biden à faire venir. C'est pas simple. Mais si la Pennsylvanie, vous savez, le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie, qui est la personne qui doit signer sur les résultats électoraux, avait dit la veille de l'élection que quoi qu'il arrive, dans son État, jamais Donald Trump ne gagnerait. On voit bien il l'a déclaré officiellement. Oui, il l'a déclaré officiellement. Donc, si vous voulez, on a un establishment démocrate qui ne veut pas d'une victoire de Donald Trump. Et là, ils ont pris une claque hier soir parce que le vote est là. Il faut relever que s'il y a eu beaucoup de votes par correspondance, près de 100 millions, il y a eu énormément d'Américains qui se sont déplacés. Et ce sont des républicains, ce sont les fameux déplorables. En fait, une majorité démocrate a voté par correspondance et une majorité républicaine a voté sur place. Enfin, on Exactement. Le dit. Juste une chose, Jérôme Rivière, et vous aussi, je restais avec nous, bien sûr. Le titre de Libération ce matin, en revendiquant la victoire, Donald Trump déclare la guerre à la démocratie américaine. On voit que, ça y est, les factieux sont de retour. Charles Gave. Vous savez, ça me rappelle la fameuse phrase de Staline, ce qui compte, c'est pas le nombre de votes, c'est qui compte les votes. Oui. Je crois que les démocrates ont très bien compris ça. Oui, on est ça de figure de style. Donc vous aussi, vous pensez comme Jérôme Rivière, oui, vous l'avez dit d'ailleurs, qu'on peut s'acheminer vers quelque chose qui dure, quoi. Je crois qu'on va s'acheminer vers quelque chose qui dure, et là, la Cour suprême va être extraordinairement importante. Mais je voudrais faire une remarque, c'est que les juges de la Cour suprême, en général, qui sont conservateurs, en général, jugent en fonction de leur âme et conscience. Vous savez jamais ce qu'un conservateur a voté. Oui, d'accord. Alors que les juges qui ont été présentés par des démocrates, ils ne votent jamais autre chose que la ligne du parti. Ah oui. Donc, je suis... Sauf qu'ils sont minoritaires. Sauf qu'ils sont minoritaires, mais vous ne savez jamais, il y aura peut-être un ou deux des autres juges qui décidera de voter. Qui décidera de voter. Donc, il faut pas croire que les juges républicains comme Thomas ou des gens comme ça vont automatiquement voter pour les intérêts du parti républicain. Ouais. D'ailleurs, ils les ont... la Cour suprême a voté contre le recours... des républicains en Pennsylvanie et dans le Texas. Les républicains Donald Trump avait formulé un recours, notamment avec ce qui se passe en Pennsylvanie, et ils avaient raison, en disant voilà, il ne faut pas prendre en compte le vote qui va arriver après l'élection. Parce que ce qu'il faut noter en Pennsylvanie, c'est qu'actuellement, on peut recevoir des votes
actuellement. La Pennsylvanie peut toujours recevoir des votes en faveur de Biden ou de Trump. Ah bon, vous voulez dire qu'aujourd'hui, en Pennsylvanie, les votes continuent? Enfin, le vote continue. Oui, le vote continue actuellement. Et Donald Trump voulait l'empêcher en disant que c'est un scandale démocratique, on ne peut pas voter après une élection, c'est pas possible. Mais il y a qu'en Pennsylvanie ou ailleurs aussi? Il y a Pennsylvanie et la Caroline du Nord. C'est pour ça que ce sont 2 États qui sont plutôt en faveur de Trump, mais ils ont toujours pas acté le résultat en fait que Donald Trump gagne. Parce qu'ils attendent que les gens arrivent. Que les voix arrivent après. Et donc du coup, ils ont formulé un recours dessus, et c'est la Cour suprême qui a dit non, on ne statue pas dessus. Et c'est un juge républicain qui a voté avec les démocrates. Qui a voté. Oui, Jérôme Rivière, est-ce que ça ne rend pas le clan Trump un peu inquiet? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui vient d'être décrit, c'est l'exacte réalité. Mais cette décision de la Cour suprême s'est faite avant que la juge Amy Barrett prenne ses fonctions. C'est-à-dire qu'on avait une Cour suprême avec 4 juges, 5 juges républicains et 3 juges démocrates, et qu'effectivement, l'un d'entre eux a été un peu faible du genou. Mais la juge Amy Barrett, qui vient d'être nommée à la Cour suprême, est une juge extrêmement conservative pour laquelle il y a assez peu de doutes sur la qualité du vote. Donc on a quand même une Cour suprême, il y a eu un peu, ils appellent ça ici le don de Dieu, cette nomination qui est intervenue au tout dernier moment dans le jeu politique, qui vient changer les choses. Et il faut quand même voir que la réalité du vote pour Trump, c'est que les démocrates pensaient gagner le Sénat. Ils n'ont pas gagné le Sénat. C'est bien la réalité qu'il y a eu massivement des électeurs républicains, populaires, qui sont avant tout patriotes, un peu l'écho de ce qu'est le Rassemblement national. Ils sont allés voter et ils ont conservé pour les républicains cette majorité au Sénat. Et les résultats à la Chambre des représentants, même si effectivement les républicains n'ont pas gagné la Chambre des représentants, mais ils ne pensaient pas la gagner, ils sont plutôt bons pour les républicains. Ils ont eu un certain nombre de victoires qui ont été surprenantes pour les démocrates. C'est vraiment un très mauvais cru pour les démocrates. Ils vont essayer de le maquiller encore une fois, mais la dynamique était là. Et la Cour suprême qui juge en droit, vous avez raison, jugera avec ce qui s'est produit, un vote massivement républicain. Mais donc effectivement, on peut s'attendre à ne pas avoir une proclamation du nouveau président de la République, que ce soit Trump ou que ce soit un nouveau Trump ou que ce soit Biden, avant quelque temps. Ça va être très très dur. Mais ça ne va pas entraîner, Charles Gave, ça ne va pas entraîner une espèce de... Vous l'avez dit d'ailleurs, est-ce que vraiment l'Amérique est divisée en 2 camps, ou c'est une mosaïque effectivement, je dirais à la fois communautaire, à la fois géographique, à la fois environnementale, et c'est une espèce de est-ce qu'on pourrait dire que l'Amérique rejoindrait la définition que Jérôme Fourquet donne pour la France, un archipel? Non, je crois pas du tout. Si vous voulez, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je vous ai peut-être parlé de mon histoire des hommes des arbres et des hommes des bateaux. Vous savez, en Océanie, ils disent qu'il y a 2 sortes d'hommes. Il y a les hommes des arbres qui sont contents sous leur arbre. Vous savez, comme disait Georges Brassens, sous mon arbre, j'étais content. Au pied de mon arbre, j'étais content là-bas. Et donc, ils attendent que la noix de coco tombe, ils sont contents comme tout. Et puis, vous avez les hommes des bateaux qui abattent l'arbre et qui vont voir s'il est d'à côté et pas... Et regardez la carte, avec l'exception de l'Arizona, je crois, et peut-être d'un autre État, tous les États qui ont accès à l'eau ont voté démocrate. Et tous les États qui n'ont pas accès à l'eau ont voté républicain. Ce qui est assez rigolo, parce que c'est vraiment les hommes des arbres et des bateaux. Donc c'est 2 conceptions de la vie. C'est ça. Les sédentaires et les nomades. Les sédentaires et les internationaux qui s'en foutent. Les mondialistes et les souverainistes. Voilà, les mondialistes et les souverainistes. Et donc on a vraiment aux États-Unis une espèce de fracture qui se passe, et je le dis à beaucoup de mes interlocuteurs, clients, etc., depuis un certain temps, il y a 2 pays qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et ça a toujours existé, enfin, depuis... Ah non, parce qu'autrefois, si vous voulez... Mais c'est depuis quand, comme ça, enfin, 2 pays? C'est arrivé avec la mondialisation, parce que ce qui s'est passé, c'est que la gauche s'occupait des travailleurs autrefois, si vous voulez. Donc, vous avez qu'à voir tous les États de la Rust Belt, là, et le Michigan, le Michigan, tout ça, ils étaient tous démocrates, il n'y avait aucun problème. Et puis, la gauche a trahi la nation pour devenir internationaliste avec les Clinton, etc. Et contrairement à la France, en France, la droite a trahi, la gauche a trahi, la gauche a trahi le peuple et la droite a trahi la nation. Vous savez, c'est donc, Trump n'a pas trahi la nation.
Et donc, ces gens-là du centre des États-Unis se sont retrouvés dans lui. Et j'ai écouté une interview de Black, qui était un ancien journaliste, enfin, propriétaire de journaux, etc. Conrad Black, qui est un type absolument extraordinaire. Eh bien, il disait qu'il avait très bien connu, il a le même âge que Trump, il le connaît depuis toujours, et que c'était un type qui était adoré par tous les gens avec qui il travaille. Parce qu'il aime... Il aime les petits gens. Il aime les gens, c'est il ça. Aime les gens, il aime les petits gens, il est content avec eux. Et donc, on ne sait pas du tout le monstre infernal dont par contre, l'intellectuel, il n'a pas une grosse passion pour lui, quoi. Ouais. William Tai. Alors en fait, il y a à peu près 2 camps. En fait, au sein de chaque camp, il y a différentes coalitions. Et ils sont portés par un représentant. La gauche est représentée par Biden et la droite est représentée par Trump. Au sein de la gauche, on a à peu près une gauche classique, Clinton, Obama. Mais en même temps, il y a une autre gauche représentée par Cortez, Ilhan Omar, qui est beaucoup plus indigéniste. En gros, en France, ce serait Daniel Obono, quoi. Pour résumer, Mélenchon, tout à fait. De l'autre côté, au sein des Républicains, il y a à peu près 3 droites. Il y a une droite qui est plutôt libérale, ouverte, libre-échange. C'est à peu près George W. Bush, en gros, pour résumer. Ensuite, il y a une droite qui est plutôt Tea Party, et une nouvelle droite que Trump incarne, c'est la droite populaire, qui est à peu près, en fait, c'est le vote des ouvriers de la classe blanche déclassée, qui en fait ont lâché les démocrates pour soutenir Donald Trump. Donc en fait, il y a à peu près 5 Amériques, en gros, pour résumer. Et dans cette nouvelle droite, ce qui est arrivé, c'est que les hispanisants ont voté à 45%. C'est ça, j'allais dire qu'il n'y a pas que les blancs. Il y a beaucoup d'hispanisants qui ont rejoint la droite populaire. Et c'est pour ça que nous on appelle ça la révolution Trump dans notre rapport. Parce qu'en fait, il y a eu une première révolution, c'est la révolution Ronald Reagan dans les années 80. En gros, l'État était providence keynésien, où en gros, dès qu'il y avait un problème, on brassait de l'argent public pour résoudre un problème. Reagan dit bon, ça suffit, ça marche plus, on dépense de l'argent, il y a toujours plus de chômeurs et ça marche pas. Ce que fait Donald Trump, c'est qu'il rompt globalement avec une politique américaine qui est la question du libre-échange. On arrête les traités commerciaux, on utilise l'État et tous les moyens de l'État, politique budgétaire, politique monétaire, extraterritorialité, justice, pour mettre au service l'État, aux agents économiques et aux agents américains pour lutter dans la compétition mondiale, notamment contre le Mexique. Il en avait souvent parlé par la campagne, et surtout la Chine. Parce qu'en fait, on arrête les guerres. Et on arrête les guerres également. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre est économique, elle est plus militaire. Et désormais, en fait, tous les moyens sont bons pour gagner. Et c'est pour ça que Donald Trump mène une véritable révolution. Mais comme il mène une révolution, c'est à peu près tous les gens, en fait, sont à peu près conservateurs. Ils veulent pas changer. Les gens ont leurs habitudes, ils veulent pas changer de restaurant, etc. Et Jérôme Rivière, il y a aussi, je pense que ça a dû jouer la sécurité culturelle et la sécurité physique. Parce qu'il n'y a pas que les Blancs qui ont réagi aux manifestations qu'il y avait à Portland, les Black Lives Matter et surtout les Antifa. Ça a dû réagir pas mal. Oui, il y a un vote des jeunes hommes noirs extrêmement élevé en faveur de Donald Trump. Vous avez aussi le vote hispanique, latinos. On le voit en Floride, c'est ce qui permet à Donald Trump de faire un score tout à fait intéressant. Et je voulais revenir sur les termes utilisés précédemment entre nouvelle droite, nouvelle gauche. En fait, il y a un changement de paradigme sur la planète tout entière. Vous avez aujourd'hui la division ne se fait plus entre droite et gauche, mais entre ceux qui sont mondialistes, globalistes, qui croient effectivement que on doit être organisé exclusivement autour de traités de libre-échange à travers une immigration non maîtrisée, non contrôlée. Et de l'autre côté, effectivement, ceux qui croient que tout doit pouvoir se faire au sein des nations, qui doivent coopérer avec notamment un effort important de relocalisation, y compris des emplois industriels. C'est ce que mène Trump. C'est ce qui nous intéresse au Rassemblement national. Et ce qui est intéressant dans cette rupture, que je trouve très intéressante, c'est que dans le cas du Covid, la gauche est pour mettre tout le monde enfermé aux États-Unis, et la droite est laissez-nous bien tranquilles. Et donc vous trouvez cette distinction dans un phénomène pour la réaction à une pandémie. Ce qui est rigolo quand même. Mais ce qui ne s'est pas passé en France d'ailleurs. En France, la ligne de clivage sur le Covid ne sont pas exactement les mêmes. Il n'y a plus ni droite ni gauche en France. D'ailleurs, en France, c'est vrai que c'est autre chose. Restez avec nous. On se retrouve après cette petite pause. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui,
Voilà, vous savez où on est, hein? On est à Miami. On est à Miami, en Floride, hein? Là où il y a Little Havana, justement. Et on sait que les Latinos ont pas mal voté pour Trump cette fois-ci, alors que, justement, on les avait assignés à résidence, comme les Blacks. Attention, ils n'ont pas le droit de voter républicain. Ceux-là, il faut qu'ils restent démocrates et qu'ils pleurent et qu'on puisse les traiter en victimes comme d'hab. On va peut-être un peu parler... Déjà, même si on n'a pas de résultat, je voudrais que chacun d'entre vous, mais très rapidement, Jérôme Rivière, Charles Gave, William Tay, Jérôme Rivière, au-delà du Rassemblement national que vous représentez, quelles sont les conséquences possibles chez nous en Europe, et en France en particulier, de cette élection américaine? La première conséquence que je vois et qui nous intéresse particulièrement, c'est les affaires de défense. On voit bien que Donald Trump a totalement changé les choses en matière de défense. Il est le premier président depuis Eisenhower à ne pas envoyer de troupes à l'extérieur de son pays pendant son mandat. Ça lui est reproché d'ailleurs par un certain nombre d'industries de défense qui regrettent qu'il n'y ait pas eu ces dépenses qui soient faites. Et surtout, il a mis les Européens un peu au pied du mur en leur disant qu'ils ne souhaitaient pas assurer leur défense de façon illimitée sans qu'à minima il y ait de l'argent versé. Mais même, on voit bien qu'il n'a pas envie de continuer d'assurer cette position de gendarme du monde. Et nous, c'est ce qui nous convient, parce qu'on souhaite que la France soit une puissance d'équilibre. On ne veut pas de France qui soit vassale ou de la Russie ou des États-Unis. Et c'est la position de Donald Trump est importante. Et on voit bien d'ailleurs qu'à travers les propos de Mme Merkel récemment, elle a compris que la relation avec les États-Unis ne serait jamais la même. Et que l'Europe allait devoir, les pays européens, les nations européennes allaient devoir compter sur elles-mêmes pour s'organiser. Je crois que c'est quelque chose de clé. On a abordé dans ce déplacement. Dans ce déplacement, on a abordé notamment avec des parlementaires qui sont à la Commission de la Défense ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le retrait du commandement militaire intégré de l'OTAN, ce qui est en phase avec ce que souhaite Donald Trump, qui veut totalement revisiter l'OTAN, qui est en état de mort cérébrale, puisqu'on voit bien, vous avez à la fois la Turquie, la Grèce qui sont dans cette alliance militaire, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc ça change les choses du point de vue stratégique entre l'Europe et les États-Unis. William Tay, vous avez vous-même parlé, mais ce n'était pas la même chose d'une mort cérébrale. Mais c'était pas la même. Bah ça concernait le président de la République. Non, en fait, Donald Trump, ce qu'il a fait, même s'il n'est pas réélu, il a provoqué une mutation globale comme Reagan dans les années 80. Il a complètement changé le paradigme de tous les pays occidentaux. Ça veut dire que globalement, en fait, c'est-à-dire que toutes les gauches et toutes les droites vont désormais s'adapter au paradigme Trump, comme toutes les gauches et toutes les droites se sont adaptées au paradigme Reagan. En fait, toutes les droites et toutes les gauches dans les années 80 sont devenues libérales et libre-échangistes, en gros. Et là, c'est pareil. En fait, tous les États vont commencer à muter. On l'a vu avec les Royaumes-Unis, avec Boris Johnson. On le voit que l'Allemagne commence à demander à Merkel de changer de paradigme, notamment sur les questions économiques. En fait, il y a un changement au niveau économique. Ça veut dire qu'il faut concilier liberté au sein d'un État et protection contre les menaces extérieures. Au niveau géopolitique, c'est-à-dire que globalement, les États, avant on avait des États-Unis impérialistes, mais même depuis Barack Obama, maintenant on a des pays qui sont plutôt sur des influences régionales. C'est-à-dire que la France a une influence en Europe, en Afrique. La Turquie a une influence un peu dans le bassin méditerranéen, l'Iran au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite pareil, la Chine au niveau de l'Asie. Donc en fait, tout le monde a déjà changé. Et après, il y a un autre point qui est très important, c'est qu'on a vécu une sorte de parenthèse au niveau géopolitique à la fin de la guerre froide, mais maintenant on entre dans un nouveau conflit. Et que ce soit Biden ou Donald Trump qui soit élu, ça ne changera pas, parce que c'était Obama qui avait commencé à déclencher des hostilités contre la Chine. C'est-à-dire qu'on va avoir un conflit Chine-États-Unis qui va structurer le monde pendant 30 ans, pour qui va avoir le leadership mondial. Et la question pour nous, c'est comment l'Europe et surtout la France, on s'insère dans ce milieu-là. En fait, c'est soit on est déclassé et on n'existe plus, on sort de l'histoire alors que la France a fait partie des 5 plus grands pays du monde pendant 1000 ans, ou soit on s'adapte et on entre dans la nouvelle ère et on entre dans l'histoire de nouveau. Charles Gave. Écoutez, je vais essayer de faire une brillante synthèse entre les deux choses qui ont été dites. La première, c'est que les Finlandais ont un très joli proverbe que j'ai souvent cité, qui est de dire que dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Et donc, ils savent très bien, eux, ils avaient d'un côté la Russie, de l'autre côté la Suède, et ils ont douillé, ça a été un peu dur. Donc, ça fait, depuis 1945, que l'armée en Europe, c'était l'armée américaine. Oui, absolument. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'armée américaine, ils nous a fait comprendre, et je suis assez d'accord, qu'elle allait s'en aller. Et donc, comme nous n'avons plus de jeunes, regardez simplement les classes démographiques, on ne peut pas avoir d'armée.
Parce que si c'est pas des comptables belges de 45 ans qui vont courir dans les Aurès. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas buveurs de bière et tout. Même entre Molenbeek et les Aurès, leur cœur ne balancera pas. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 armées en Europe qui vont se batailler pour essayer de devenir les armées dominantes. C'est la Turquie et la Russie. Donc, il va falloir que nos pays, ventre mou, choisissent de s'allier avec l'un ou avec l'autre. Avec l'autre, oui. Intéressant. Et c'est pas, je sais pas très bien comment ils vont choisir, mais enfin ça va être le choix va être intéressant. Maintenant, ce qui se passe structurellement et que j'ai longuement expliqué depuis à peu près 3-4 ans, j'ai même écrit un livre là-dessus pour mes clients, c'est que les gens pensent à la bataille entre la Chine et les États-Unis comme une bataille commerciale. Ça n'est pas une bataille commerciale, c'est une bataille monétaire. Le but de la Chine, c'est de dédollariser l'Asie. Parce qu'aujourd'hui, d'imposer le yuan comme monnaie... Non, pas du tout. Ça serait, ils sont beaucoup plus malins que ça. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils disent, vous, Corée, vous, Taïwan, vous faites du commerce ensemble, pourquoi vous le facturez en dollars? Facturez-les dans vos monnaies nationales. Je me débrouillerai pour qu'elles bougent assez peu l'une par rapport à l'autre, de façon à ce que les frais soient faibles. Et s'il y en a un des deux qui a un déficit, moi, je finance la différence. Et donc, ce qu'on est en train d'assister, c'est la rupture du dollar comme soleil autour duquel tout le monde tourne. On va vers un monde où il y aura 3 monnaies. Une européenne qui ne marche pas, vous le savez bien, l'euro qui est dysfonctionnel, et vous aurez une monnaie chinoise en Asie, une monnaie aux États-Unis, et on va se retrouver donc c'est une guerre monétaire pour savoir qui va gérer les excédents d'épargne de l'Asie. Et pour gérer les excédents d'épargne de l'Asie, oui j'arrive, j'ai fini, pour gérer les excédents de l'épargne de l'Asie, la Chine avait besoin d'un centre financier. Et c'est pour ça qu'ils ont pris Hong Kong. D'accord. Oui, pour faire pour avoir l'outil financier. Oui, pour avoir l'outil. Donc, si vous voulez, c'est une grosse bagarre. Hein. Ça prendra 30 ans. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, il ne faut pas oublier que la Chine a été marquée par la guerre de l'opium. La guerre de l'opium a été lancée par les puissances occidentales pour lutter contre globalement la domination de l'argent dans le commerce international. Et ce que veut faire la Chine, c'est en fait se venger à la fois de l'humiliation qu'ils ont subie au 19e et au 18e siècle, le deuxième point, c'est que vous avez tout à fait raison, ils veulent lutter contre la suprématie du dollar. Parce que tant que le dollar est la référence mondiale des affaires, ils ne pourront pas dominer les échanges internationaux. Après, il y a un autre point, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'en fait, on aura une sorte de guerre qui sera mixte, un mi-chemin entre une guerre froide et une guerre d'influence de soft power. En tout cas... du pain sur la planche vraiment, et ce que je vois de toute façon, c'est que nous allons être encore une fois, vous le dites en creux, mais vous le dites, l'Europe sera encore une fois observatrice, et je vois pas comment, mais on va continuer à en parler, je vois pas comment on va s'en sortir autrement. Sauf si on a un Donald Trump français. That is the question, on va en discuter avec vous après les informations et avec les auditeurs. Et on dit merci à Jérôme Rivière, je rappelle, député européen, président de la délégation française du groupe Identité et Démocratie, qui était en direct de Washington. Merci Jérôme Rivière. André Berkoff, on vous retrouve dans quelques instants avec vos invités, évidemment, Charles Gave et William Tay. Et puis vous recevrez Mathieu Bocoté, un sociologue qui suit aussi les élections de très près au Québec. À tout de suite. Alors quand vous entendez ce genre de musique, en général, c'est Donald Trump qui danse. Joe Biden un peu moins. Il a moins ce rythme-là. Mais enfin bon, il est là, il est bon pied, bon oeil. Hein, mais voilà, il aime moins le rock'n'roll, il aime plus le menuet. Enfin, menuet à l'américaine. Et alors nous avons toujours, et nous en sommes ravis, Charles Gave, président de l'Institut des Libertés avec nous, qui connaît très bien la politique américaine, et Hong Kong, et Paris. Et plus si affinité. Et puis William Tay, président du think tank Le Millénaire, qui a écrit un très bon rapport sur la révolution de Trump. Et nous recevons Mathieu Bocoté, qui est au Québec. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Bonjour, vous êtes sociologue, vous êtes chroniqueur au Figaro, et on a toujours plaisir à vous lire, et vous avez publié un livre que je recommande, L'Empire du politiquement correct, d'ailleurs on avait parlé ensemble, aux éditions du Cercle. Alors, vos premières impressions, vos premières analyses, Mathieu Bocoté, sur ce qui se passe aux États-Unis dans cette nuit, je ne dirais pas de Walpurgis, mais pas loin. Alors, le premier élément, je crois que c'est l'échec véritablement non seulement des sondages, mais plus largement d'une bonne partie de la classe médiatique qui, pendant des années, a confondu son aversion pour Trump avec les préférences de la population.
On avait un bloc médiatique quasiment monolithique qui était inconscient de ses propres biais, qui ne cessait de stigmatiser, par exemple, Fox News en disant ça, c'est une chaîne militante de propagande orientée. Mais nous, à CNN, nous, au New York Times, nous sommes l'incarnation du journalisme objectif super légitime. Alors, ce que l'on voit, c'était l'incapacité de comprendre le phénomène Trump. Deuxième élément qui me semble essentiel, mais qui est pas sans lien avec le premier, c'est qu'on a voulu se représenter l'électeur de Trump comme une forme de cutéreux, provincial, bouseux, malveillant. Comme un homme conjuguant les pulsions racistes, sexistes, complotistes. C'était une forme de dégénéré édenté fanatisé par QAnon. Et là, ce qu'on découvre, c'est qu'une partie importante de l'électorat trumpiste, pour ne pas dire la majorité, ce sont des gens qui ont, entre guillemets, leurs raisons, mais de bonnes raisons de leur point de vue, légitimes, honorables, et que les démocrates ne parviennent pas, en fait, les démocrates et les médias, ça se recoupe un peu, ne parviennent pas à les voir comme des adversaires légitimes, mais les traitent comme des ennemis de l'humanité. Et peu importe qu'est-ce qu'on verra dans les prochains jours, qui l'emportera, le fait central de cette élection, à mon avis, ça aurait été la tentative du parti médiatique ou du système médiatique de tout faire jusqu'au dernier moment et peut-être encore maintenant pour nier le fait qu'il y ait un désaccord de fond par rapport au système aux États-Unis et que ce désaccord s'appelle le Trumpisme. Oui, c'est d'ailleurs étonnant. Vous savez, ça rejoint cette fameuse phrase de Brecht que vous connaissez, Mathieu Bocoté, vous aussi. Vous savez très bien, quand le gouvernement moquerait contre le peuple, le gouvernement excédé décida de changer de peuple. Et ça me rappelle, en France, vous savez, le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, quand les Français ont voté à 55% non, ils se sont fait engueuler comme du poisson pourri par les médias en disant « bande de crétin, vous n'avez rien compris ». Et je ne parle pas du Brexit pour l'Angleterre. Oui, ben absolument. C'est ça. Mais ça, pour moi, c'est essentiel, cette comparaison-là. Je me rappelle le Brexit que je regardais au même endroit devant mon ordinateur en 2016, Et je me souviens encore, je branche mon ordinateur pour regarder les résultats de la BBC, et avant même d'avoir entendu un mot, ça je le jure, je vois la face des commentateurs, leur visage, et là je me dis, ah ben ça va être une bonne soirée. Parce que ils étaient effondrés, ils étaient incapables de dissimuler leur aversion. Alors hier, c'est selon les préférences de chacun, mais je suis fasciné par le fait que les sondages ne sont plus capables de capter les tendances de fond de notre société. Ils fonctionnent sur une représentation de l'électeur, des préférences de l'électeur qui est manifestement trop limitée. Ils ne parviennent pas à comprendre la profondeur de la défiance d'une partie de la population vers le système médiatique. Ça nous amène sur un élément qui compte sur Trump, moi que j'entendais hier, j'en parlais un peu à la télévision québécoise. Plusieurs se demandent pourquoi Trump est-il capable de gagner des nouveaux électeurs? Trump, c'est le pouvoir. Normalement, c'est l'insurgé qui gagne le pouvoir, qui gagne des points, qui est le candidat de la protestation. L'opposition, Voilà. Or, les circonstances, c'est que le fait est que dans la société américaine, mais pas seulement, le vrai pouvoir est un pouvoir aujourd'hui médiatique. Et celui qui s'oppose à ce pouvoir devient le candidat de l'opposition. Et tout le système aura fait ce qu'il pouvait pour expulser Trump, pour le délégitimer. On a contesté la légitimité de son élection en 2016. Départ, on a dit que c'était la faute les Russes, ou alors c'était le Milford, ou encore c'était la théorie de l'électeur trumpien idiot. Bon, tout était là. Il avait quand même remporté. Les démocrates et les médias ont préféré vomir l'électorat que comprendre. Eh bien, moi, ce que je vois hier aussi, ça me frappe, c'est que Trump demeure le candidat, entre guillemets, de l'insurrection. Ensuite, on peut l'aimer ou non, c'est pas la question. Mais bien sûr. Le pouvoir politique aujourd'hui est le contre-pouvoir par rapport aux médias qui sont les vrais pouvoirs. C'est-à-dire le dernier il est à la Maison-Blanche et en même temps, il est l'opposition à l'establishment. Oui, mais le fait est là, c'est-à-dire que le pouvoir politique aujourd'hui est dans une situation d'opposition. Le pouvoir politique est un pouvoir qui est enfermé dans le récit médiatique. C'est la dernière expression possible de la souveraineté populaire. Et nous savons que la souveraineté populaire, lorsqu'elle s'exprime, est autrement nommée aujourd'hui. On l'appelle populisme. Donc, on se retrouve dans cette situation où le pouvoir politique, le pouvoir qui relève de la souveraineté populaire, est aujourd'hui un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, qui est presque un pouvoir tribunicien à certains égards, il est l'objet d'une contestation généralisée. Et d'ailleurs, on le verra dans les prochains jours, eh bien, la disqualification, c'était déjà commencé hier soir, la disqualification du profil de l'électeur trumpien recommencera parce qu'à certains égards, on n'accepte pas la possibilité d'un désaccord fondé avec le système. Mathieu Charles-Gave, vous voulez... Oui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on arrive à la fin de la période Watergate où, dans le fond, le système médiatique s'était payé un président et du coup, depuis toutes ces années-là, le président se couchait devant les médias
Et là, on a un président qui leur dit, ben non, j'ai une légitimité qui est plus haute que la vôtre. Est-ce que la présidence Trump, c'est pas la fin du syndrome Watergate ? Ben ça, alors oui et non. C'est-à-dire que je crois que le système médiatique est plus que jamais convaincu de sa légitimité sur le mode Watergate. C'est-à-dire, il y a un pouvoir que nous devons toujours déculotter. Telle est notre fonction. Notre fonction, c'est de déculotter le pouvoir et surtout, le pouvoir républicain est toujours suspect. Rappelez-vous, 1972, quand Nixon l'emporte à nouveau, il avait emporté en 68, mais il l'emporte aussi à nouveau en 72. Ouais. C'est une victoire à grande échelle. C'est une protestation populaire massive contre les Radical 60s, contre la contre-culture, contre la décomposition annoncée de la société américaine. Il l'a payé cher, le pauvre Nixon. Eh bien, le système se dit, il va payer. Il va payer. Mais... Alors, le Watergate, personne ne veut le défendre, mais le fait est que c'est un élément qui, dans un portrait plus... On a retenu seulement le Watergate et on s'est pas rappelé. Ça fait que c'est une protestation populaire massive. Et aujourd'hui, juste un mot là-dessus, juste un tout petit mot, sur ce qu'on voit, me semble-t-il, c'est que le système médiatique est dans une colère absolue de perdre du pouvoir. Et là, par les médias sociaux, il cherche à reprendre le pouvoir. Et il sait on a vu un tweet, ça, oui. Et il sait qu'il a perdu, non seulement qu'il perd du pouvoir face aux réseaux sociaux, vous l'avez dit, mais ce qui est intéressant aussi, regardez, vous parlez du médiatisme médiatique, vous avez vu, comme nous, le silence assourdissant sur les affaires de la famille Biden. Je veux dire, à côté, le Watergate, c'est de la roupie de Sansonnet, ou presque, et les affaires de la famille Biden, on ne va pas les détailler ici, on l'a fait déjà avec Charles Gave plusieurs fois, mais enfin, on a vu le silence assourdissant de 95% des médias. Il y a ça, mais rajouter un élément qui me semble important, il faut voir ce qui s'est passé hier soir, quelques minutes après que Donald Trump publie son tweet. Twitter... censure. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? On a beau fantasmer sur l'intervention des Russes, des Chinois, demain de l'Iran et pourquoi pas de l'Arabie Saoudite dans la politique américaine, la première intervention, aujourd'hui, le premier interventionnisme, c'est les réseaux sociaux qui se permettent dans la campagne, les GAFA, qui se permettent d'être les régulateurs forcés, autoritaires de la parole démocratique. Là, je le redis, nul besoin pour j'oserais endosser mon analyse, d'être d'accord avec Trump de quelque manière que ce soit. On est simplement devant un moment où le système médiatique étendu, Twitter, Facebook demain, se permet de dire cette parole-là n'est pas acceptable, nous ne l'acceptons pas. Ah bon, c'est quand même le président des États-Unis. Et là, autrement dit, une forme d'interventionnisme antidémocratique de la part des médias sociaux qui sont paniqués. Parce qu'ils ont vu que c'était le lieu d'émergence d'une parole insurgée, d'une parole populiste, entre guillemets. Désormais, il s'agit de la contenir au moment même de l'élection pour réorienter l'interprétation. Et le paradoxe extraordinaire, c'est que les réseaux sociaux étaient faits pour porter cette parole populiste ou pas, et justement, un certain nombre d'entre eux, quand ils sont des grandes plateformes, la censurent. On revient tout de suite après ça avec Charles Gave, avec William Tay et avec Mathieu Bocoté. Est-ce qui était un grand supporter de Trump, aux grandes dames, effectivement, des démocrates, qui disaient comment un noir peut être supporter de Trump. Encore une fois, à se demander qui est racisé dans cette histoire ou raciste dans cette histoire. Eh bien, nous sommes toujours effectivement avec Mathieu Bocoté, avec Charles Gave et avec William Tay. Et moi, la question que je voulais vous poser... est-ce qu'un Trump français est possible? William Tay avait fini, effectivement, son intervention en disant « mais ce qu'il nous faudrait, c'est un Trump français ». Oui, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Ou c'est encore, justement, une espèce de vœu pieux ou pas, d'ailleurs, ou peut-être de cauchemar pour certains? Charles Gave. Le Trump français, si vous voulez, ça fait partie des désirs d'une partie de la population. Je vais vous répondre très franchement. À mon avis... les choses ne sont pas mûres en France, mais par contre, nous avons déjà des Trump de rechange en Italie. Vous pensez à Salvini? Je pense à Salvini. Il ne faut pas oublier que le PIB italien a baissé de 10% par tête de PIB, c'est-à-dire que les Italiens sont beaucoup plus pauvres qu'au moment de l'euro, et qu'aujourd'hui, en Italie, je crois qu'il y a une majorité qui serait d'accord pour faire un Italexit, quoi. Donc... vous pensez qu'il y a une majorité qui serait... Oui, il y a une majorité qui est là, mais pour l'instant, les forces qui contrôlent ont fait une espèce d'alliance entre Five Stars, entre les 5 étoiles et les anciens communistes pour maintenir le système dans la... Mais un de ces jours, il va falloir que les Italiens retournent à des élections, et c'est là où ça peut se passer. Donc pour moi, l'espoir vient un peu de l'Italie. S'il y a quelque chose qui doit se passer, c'est l'Italie. Et puis vous avez ce qu'on appelle les démocraties illibérales, vous savez la Pologne, la Hongrie, etc., qui sont des gens qui ont une bonne notion de ce que c'est que l'identité nationale.
Je crois que la France est ainsi faite que dans le fond, elle est toujours à l'avant-garde des combats d'arrière-garde. Donc, ce sera sans doute le dernier pays où émergera quelqu'un qui cherchera à recréer la nation française. Donc, vous voulez dire De Gaulle n'est même plus un souvenir, on ne peut plus avoir. Je dis pas, je compare pas. Hein, on ne peut plus avoir un De Gaulle, c'est même pas un souvenir, c'est une disparition. C'est un. Oui, Mathieu, vos côtés, vous vouliez intervenir? Oui, mais justement, je crois que la France est je le dis pour les gens de gauche lorsqu'ils veulent racialiser la politique française, je le dirais aussi aux gens de droite lorsqu'ils voudraient la trumpiser. La France n'est pas, ce n'est pas les États-Unis, c'est ni le même imaginaire politique, ni la même histoire, ni la même représentation du système partisan. La France conserve une figure comme Trump est une figure absolument américaine. D'ailleurs, c'est ce qui fait sa force à bien des égards. Ouais. Donc, c'est un homme à la fois très puissant et très vulgaire à certains égards, un homme qui incarne la proteste. Il incarne tout à la fois les goûts et préférences de l'Amérique de base et aussi la fortune milliardaire qu'il a fait fantasmer. On est devant quelque chose, un phénomène et aussi typiquement américain. Oui. Prenez aussi le fait que c'est un homme à la tête de... Imaginez un peu Donald Trump, c'est s'il y avait un bipartisme en France et qu'un candidat inattendu venu des marges réussit à s'emparer d'un parti de centre-droit pour le diriger, le réorienter. Ouais. En gros, bon. Je pense que la France devrait se tourner vers sa propre histoire. Sa propre histoire, elle ne manque pas de modèle insurgé s'il le faut. Que ce soit Napoléon, que ce soit le général de Gaulle, que ce soit plus récemment des hommes qui auraient pu porter cela. Je pense à un Philippe Séguin, qui est un autre profil, mais qui incarnait aussi, sans avoir peut-être le côté abrasif ou transgressif des autres. Ouais. Mais on est dans cette situation où la France a son propre héritage politique, donc elle peut et doit, si elle le veut, réfléchir à une contestation de ce que j'appelle le régime, moi, pas de la démocratie, pas de la Ve République. Mais on est devant un tel emmaillotage aujourd'hui. La démocratie française est tellement emmaillotée par une fausse conception de l'état de droit qui, dans les faits, est un gouvernement des juges, des traités qui neutralisent la souveraineté nationale, une conception de la nation qui la réduit à un pur texte administratif sans substance historique. Il y a de la place, je crois, en France, pour une véritable remise en question de cette falsification de la démocratie qui domine aujourd'hui. Mais fantasmer sur un Trump, c'est basculer dans ce qu'on peut reprocher à la gauche, c'est-à-dire aller toujours se tourner vers les États-Unis pour vouloir en devenir le 51e État. Non, simplement, alors c'est vrai, je vais demander à William T. ce qu'il en pense. L'idée n'est pas évidemment de reproduire un Trump en France. Effectivement, Mathieu Bocoté, vous avez raison, ça n'a pas beaucoup de sens. Simplement, cette recherche d'autorité, cette recherche de protection, cette recherche de cap, cette recherche de professionnalisme qui manque tellement aujourd'hui, et cette recherche dans la même personne ou dans les mêmes personnes ou équipes ou hommes ou femmes qui diraient enfin des choses vraiment qui disent ce qu'ils font ce qu'ils disent, on a l'impression que c'est une espèce de fantasme impossible. William T. Je dis que c'est possible et qu'il le faudrait en plus. C'est possible parce que tout d'abord, la classe politique est à un niveau au plus faible possible. On peut se demander quelle est la comparaison historique. On peut penser au traité de Troyes. En fait, c'est jamais arrivé que la classe politique a été atomisée par Emmanuel Macron. Étonnamment, ce qui peut faire émerger un Trump français, c'est Emmanuel Macron, comme un Obama fait émerger un Trump aux États-Unis. Oui, Obama a permis l'émergence. L'Obama de futur Trump. C'est ça. Ouais. Et quand on regarde la classe politique, on a un problème. C'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron, dont une majorité de Français ne veulent pas, mais en même temps, la principale opposante est Marine Le Pen, dont une majorité ne veulent pas aussi. Donc, dans ce courant-là, entre la droite et ce qui reste du Rassemblement national, quelqu'un va émerger. La droite n'a pour l'instant pas de candidat, donc on peut le déterminer. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il le faudra ? Il ne s'agit pas effectivement de reprendre la personnalité de Trump. L'idée, c'est de comprendre quelle est la mutation qu'il a provoquée et comprendre son logiciel politique et économique pour pouvoir à la fois en France concilier la question de la liberté et la question de la protection. On a un double problème, c'est qu'on pense qu'en fait, il faut concilier liberté et égalité. C'est pas vrai. Il faut concilier liberté et protection parce qu'on a cette nouvelle ère qui est une ère de concurrence, de conflit, qui est conflictuelle. Et donc pour ça, il faut permettre la liberté à l'intérieur, mais la protéger contre les menaces extérieures. Et en plus... Extérieur ou intérieur, le communautarisme, oui, également, mais qui vient plutôt de l'extérieur initialement. Oui. Donc pour ça, Donald Trump a répondu en fait à la plupart de ces enjeux. Aujourd'hui, comme M. Bocoté l'a dit, on a un problème avec les juges français. Qui peut dire aujourd'hui que les juges français sont efficaces. Donald Trump avait réussi à reprendre en main l'appareil judiciaire, non seulement au niveau de la Cour suprême, mais également au niveau des juges fédéraux. Il a nommé plus de 200 juges fédéraux. Il a renouvelé l'administration.
tout ce qui dirige, ce qu'on appelle aux États-Unis l'État profond. Même Emmanuel Macron reproche à l'État profond en France de bloquer une partie des actions. Donc on a le même problème administratif, on a un problème qui est économique. Effectivement, on n'est pas autant en déclin que l'Italie, mais comme les États-Unis, c'est plus un sentiment de déclin qu'un déclin qui est réel. Et puis comment on fait avec une grande partie de la population, notamment qu'on a vu en 2018, qui est la question des gilets jaunes. Aujourd'hui, on a toutes les conditions pour qu'un Donald Trump puisse émerger. Et puis, il ne faut pas oublier, à chaque moment que la France a eu des difficultés, un grand homme par siècle est venu la sauver. On a eu Richelieu, Louis XIV, Napoléon Bonaparte et Charles de Gaulle. Qu'on ne nous fasse pas croire que c'est Emmanuel Macron le nouvel homme du siècle. Oui, alors en attendant, écoutez, on attend Godot alors. On attend Godot, c'est ça, Charles Gave? Ah oui, mais en même temps, moi je me souviens très bien, je connaissais bien l'Angleterre où je vivais à l'époque et tout, quand le FMI est allé à Londres. Vous savez, quand l'Angleterre a fait faillite, il faut s'en souvenir, c'était avec les travaillistes. C'était en 77, si mes souvenirs sont exacts. Et il y avait dans l'opposition une personne qui était la secrétaire d'État aux universités et qui s'appelait Madame Thatcher. Et puis, elle est arrivée. Personne ne la connaissait, personne ne savait qui elle était réellement. On s'est dit, tiens, ils mettent une femme, c'est pour faire bon genre. Et puis, elle a tourné le débat politique en Angleterre complètement. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'il nous fasse un Trump. Il faut qu'il y ait un homme qui réussisse à sortir, qui ait la même longueur d'onde que les Français en ce moment. Qui disent ce que les Français attendent, qu'on leur parle de la France, qu'on leur parle de son histoire, toute une série de choses que les Français attendent avec beaucoup d'espoir. Et pour l'instant, on continue à avoir droit au même discours lénifiant. Je n'imagine pas De Gaulle avec un spécialiste de la communication, par exemple. Oui, non, mais et puis enfin des professionnels, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. On voit les débats. Covid. Mathieu Bock-Côté, est-ce que, au fond, cette demande d'autorité, cette demande de guide, je ne dis pas de guide au sens, évidemment, conducateur du terme, mais est-ce que, par exemple, au Québec, au Canada, vous le ressentez, parce que vous avez quand même un grand phénomène avec Justin Trudeau, qui dit que la liberté d'expression, oui, mais il y a des limites à la liberté d'expression, il ne faut pas rigoler, Justin Trudeau. Alors, on a un contraste ici, c'est-à-dire on a Justin Trudeau, qui est comme l'anti-Trump par excellence, Justin Trudeau qui est l'incarnation de l'esprit de l'époque dans son sentiment de satisfaction, d'enthousiasme par rapport à soi-même. Ouais. Et le fait est, et le Canada est un pays, cela dit, qui est un pays assez complexe, mais qui est profondément transformé et qui aujourd'hui, je pense que la place d'un parti dit de droite au Canada, c'était un parti un peu moins libéral au sens Parti libéral du Canada, un peu moins progressiste, sur des progressistes qui savent compter. Au Québec, c'est un peu différent, parce que ça c'est moins vu, mais Justin Trudeau a dit la liberté d'expression a ses limites, mais le premier ministre du Québec, l'État-nation français enclavé dans le Canada, jusqu'à son indépendance qui viendra, François Legault a dénoncé vivement Justin Trudeau et a plaidé pour une pleine liberté d'expression. Et d'ailleurs, il y a eu un échange entre lui et Emmanuel Macron. Et le Québec, dans les circonstances, s'est aligné sur la liberté d'expression à la française. Et pourquoi je le dis? Parce qu'au Québec, on est dans cette situation où on a un leader qui, on pourrait dire un nationaliste au sens québécois du terme, au sens européen, un nationaliste de centre droit qui, parce qu'il assume un langage national, parce qu'il assume la réalité de la nation, il est critiquable sur toute une série de points, il est davantage dans la rhétorique que dans la politique, mais le fait est que le premier ministre du Québec incarne une forme de sentiment national décomplexé et apaisé au pouvoir. Il pourrait aller plus loin, mais il est dans la bonne direction. Donc on a chez nous ce contraste. On n'a pas besoin, je dirais, en ce moment, d'un Trump, ou on n'en aurait pas besoin, parce qu'on a un Legault. C'est-à-dire, on a, autrement dit, un nationaliste de centre droit qui fait son travail et qui évite l'exacerbation dite populiste, entre guillemets. Et ça, je crois que, ça, c'est une singularité québécoise. À la grandeur du monde occidental, cela dit, il y a une dissidence massive aujourd'hui qui soit va se perdre dans un populisme tribunicien, soit parvient à redéfinir le jeu politique complètement. Et ça, je pense que ça va être la question des prochaines années. Comment de l'insurrection populiste peut venir quelque chose comme une nouvelle coalition électorale, une nouvelle coalition politique capable de changer la donne? Vous avez raison, et c'est ouvert en Europe, et c'est ouvert dans tout l'Occident. Ça va être l'un des problèmes majeurs. On se retrouve après ceci, avec notre Amérique à nous. On a chacun son Amérique, pour le meilleur
ou pour le moins bon. Et nous sommes toujours effectivement avec Charles Gave, avec William T, avec Mathieu Bocoté et les auditeurs de Sud Radio, Clémence. Et oui, les auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 de la France et de très loin. Mais là, tout de suite, on part en Seine-Saint-Denis. On va donner la parole à Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Daniel. Bonjour André. Bonjour. Alors déjà, excusez-moi, il n'y a pas d'interférence, vous m'entendez? Non, on vous entend, Il ne faut pas mettre de haut-parleur pour qu'il n'y ait pas de... Voilà. Il faut que je mette mon appareil sur l'oreille, parce que sinon je vous entends mal. Alors déjà, cher André, je voulais vous remercier. Parce que vous incarnez aujourd'hui l'illustre figure d'un renouveau du journalisme. Il me fait rougir. Quelque part, c'est gentil. Une des voix qui s'élève pour remettre pour remettre, je dirais, fondamentalement un réel journalisme basé sur l'investigation, sur le débat contradictoire, authentique, qui est la seule garantie d'un monde démocratique, d'un monde où peut s'exprimer la diversité des points de vue qui seul peut donner au monde, je dirais, une liberté possible. Et c'est ce que fait, excusez-moi, je monopolise un peu le débat, mais c'est rare que je parle. Allez-y. Et alors, comme j'ai appris il y a peut-être une petite heure, la victoire de Donald Trump aux États-Unis, bien que ça, sur les médias mainstream, c'est encore caché. Pas encore, pas tout à fait, Daniel. Pour être tout à fait objectif, vous savez bien, ici, à cette table, vous avez plutôt des personnes qui ne haïssent pas Donald Trump, c'est le moins que l'on puisse dire, mais on ne peut pas dire à cette heure, justement, puisque vous parlez d'essayer d'être objectif, en tout cas d'essayer, il n'a pas encore gagné, il est bien parti, mais il n'a pas encore gagné. Faut le dire. Ouais, enfin, moi je sais que, mis à part tous les États qui sont comme la Caroline du Nord, il a gagné la Floride, il a gagné le Texas, je veux dire, en tout cas, c'est un beau palmarès, oui, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est un raz-de-marée. Non, il ne faut pas avoir peur des mots. C'est un raz-de-marée. Les démocrates prêtent une déculottée terrible. Voilà. Bon, et c'est tant mieux pour la liberté du monde, car on voit bien quand même que nous vivons désormais, et Donald Trump en est la figure, et le porte-parole, il a montré au monde entier que nous vivions, que nous avions instauré, qui s'est instauré avec le Covid, une dictature mondiale. On voit bien que nos libertés sont entravées, que c'est une véritable déroute de l'humanité, telle que depuis l'histoire des hommes sur cette terre, jamais il n'y eut des choses pareilles. Oh, Daniel, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Vous savez qu'on a eu quand même un certain nombre de génocides, de massacres, de peste noire, de 50 millions de gens, je ne parle même pas des guerres, mais des maladies. Oh, je pense pas, Daniel, qu'on en est là quand même. C'est grave, mais c'est pas à ce point. Et puis on est lucide, et puis on va être vigilant. Vous le savez bien. Là, vous n'êtes pas raisonnable, André. Nous sommes des milliards à être confinés. Jamais ça ne s'est opéré dans l'histoire de l'humanité. Et ça, on ne peut pas le masquer si on est un homme probe. On ne peut pas le masquer. Oui, donc vous parlez du confinement mondial, c'est vrai que c'est la première fois à ce niveau-là, c'est vrai. Mais enfin, on est dans une mondialisation. Mais dites-moi, vous vouliez aller, je pense, plus loin, ou je ne sais pas, vous me posez une question, ou dites-moi. Vous vouliez en arriver où, dites-moi, Daniel? Oh ben non, moi, ce que je veux en arriver, c'est tout simplement, je pense que vous êtes un organe de liberté où des gens peuvent exprimer leur... Absolument. Voilà. Donc, des questions à poser. Posez-moi, si vous voulez, des questions. Non, moi ce que je voulais savoir, parce que vous dites, c'est très simple, vous dites confinement, vous dites ceci, vous dites que, et je comprends, et puis vous êtes effectivement pro-Trump. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui, encore une fois, juste pour revenir à ça, aujourd'hui nous sommes, et nous en parlons, nous ne parlons pas des résultats, parce que les résultats, on va les avoir quand on va les avoir. On parle effectivement de ce qui a provoqué
où en est l'Amérique aujourd'hui et où en est l'Europe. Et c'est de ça qu'on parle depuis 1 heure, vous voyez. Et justement, vous allez écouter quelque chose parce que je voulais demander à Charles Gave, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'Europe, parce que que l'Europe, vous voyez, je vous ai entendu tous les trois, on a entendu les auditeurs, mais en fait, on a l'impression que l'Europe, aujourd'hui, elle est un peu, je ne dirais pas en coulisses, mais elle joue les figurantes. Il faut le dire. Ou alors elle joue les figurantes, ou alors elle joue les passoires, quand on voit ce qui se passe avec les attentats. Alors là, c'est open bar, effectivement. Quand on voit la gestion du Covid, on peut se poser beaucoup de questions. C'est le moins que l'on puisse dire. Et quand on voit sa place dans l'échiquier, sur l'échiquier mondial, alors que c'est quand même une des puissances, c'est l'Europe entière, 400 millions d'habitants, etc., on a l'impression que le jeu se passe, et vous l'avez dit tous, entre la Chine, entre l'Amérique, un peu la Russie et les pays, et puis voilà. Et puis le reste, l'Europe est là, elle attend de voir où ça va se jouer. Ou alors, il y a le maestro allemand, et puis les autres qui attendent de voir ce que va faire le maestro allemand. Charles Gave. Mais écoutez, je crois que c'est tout à fait normal pour une raison très simple. C'est que le but de l'Europe, c'est de ne pas exister. Grosso modo, le but de l'Europe, c'est de ne pas exister. C'est de ne pas exister. Elle n'a, si ce n'est avec une espèce de philosophie kantienne, si tout le monde était gentil, le monde serait plus sympathique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main. Voilà. On aurait. Et donc, vous avez cette espèce de croyance de l'Europe que l'histoire qui a été faite par les nations et par les identités nationales n'existe plus. Qu'ils veulent arriver à la fin de l'histoire, en quelque sorte. Et c'est ça leur but. Donc, qu'on soit géré par le droit, par des cours de justice extraterritoriales qui n'ont aucun rapport, que personne ne contrôle, etc. Donc, on a eu une tentative de prise de pouvoir par des gens dont le but principal n'était pas d'exercer un pouvoir, mais d'enlever le pouvoir aux nations sous-jacentes. Donc, vous m'avez dit, Charles Gave, juste pour aller encore plus loin, vous m'avez dit, moi, ce que je souhaite, c'est un Bruxit. Oui. C'est pas un Frexit, c'est un Bruxit. C'est-à-dire qu'on retourne à l'Europe que souhaitait De Gaulle, que souhaitait Robert Schuman, que souhaitait Pie XII, c'est-à-dire à une Europe des nations, où le principe de subsidiarité s'impose. Mais par exemple, il n'y a aucune raison d'avoir la Cour de justice européenne des droits de l'homme, il n'y a aucune raison d'avoir une Cour de justice européenne, puisqu'il n'y a pas de contrôle par le peuple de ces cours de justice. Donc on est en train de passer un gouvernement des juges qui ne comprend pas ce que c'est que la puissance, et qui a oublié, vous savez ce que Aron disait de Giscard, il ne sait pas que l'histoire est tragique. Absolument. Et donc on a une série de gens qui ne savent pas que l'histoire est tragique. Et quand vous ne savez pas que l'histoire est tragique, en général, la tragédie n'est pas loin. C'est clair. Mathieu Bocoté, vous en pensez quoi, vous qui êtes entre l'Europe et le Québec, vous en pensez quoi de ce rôle un peu de figurante quand même de l'Europe? L'Europe est une machine à dissoudre. En fait, c'est le paradoxe. En fait, je dirais l'Union européenne est une machine à dissoudre la civilisation européenne. C'est une espèce de paradoxe, cette belle référence à l'Europe qui devrait naturellement nous emporter à la manière d'une forme de patriotisme de civilisation qui ne serait pas contradictoire avec une défense des souverainetés, des identités nationales. L'Europe comme civilisation, mais l'Europe, premièrement, cherche à la déconstruire, la neutraliser, à en faire une espèce d'objet kantiens non identifiable, pour reprendre la formule de Charles Gave. Donc ça, je pense que ça fait partie des problèmes de l'Europe. Ensuite, le problème, c'est que l'Europe n'est finalement puissante qu'envers ses propres nations lorsqu'il s'agit de les dissoudre, lorsqu'il s'agit de les paralyser institutionnellement. L'Europe sait faire preuve de puissance contre la civilisation qui l'a constituée. L'Union européenne sait faire preuve de cette... Et ça, c'est particulier. La puissance de l'Europe, c'est contre l'Europe. Et lorsque vient le temps de peser dans le monde, devant des civilisations qui, elles, sont moins pénitentielles, qu'on pense aujourd'hui à la Chine, évidemment, on pense aux autres puissances émergentes, l'Europe, d'un coup, est impuissante. Pour ce qui est des États-Unis, il faut bien comprendre qu'elle est traversée par ces deux tentations. C'est-à-dire que la tentation d'une Amérique post-nationale, post-américaine à certains égards, existe. Elle est portée par une bonne partie de l'opinion. On la retrouve chaque jour dans la Pravda du progressisme américain, qui est le New York Times. Ouais. Et de l'autre côté, il y a une autre vision de l'Amérique qui existe, qui est plus ancrée dans l'Amérique de l'État-nation. Ce sont ces deux visions qui se bataillent aujourd'hui, qui sont
sont là. Oui, absolument, mais avec cette, je suis absolument d'accord, mais avec cette idée que je ne suis pas certain, paradoxalement, que ces deux Amériques aient trouvé leur héros le plus remarquable chaque fois. On est dans un moment d'hystérisation de la politique américaine. Quand votre intervenant à la radio, votre invité disait pire période totalitaire dans l'histoire, ouais, il faut raison garder. Je veux dire, moi, je suis très sévère envers ce qui se passe aujourd'hui, mais peu importe ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le 20e siècle, c'est pas l'Allemagne nazie, c'est pas Pol Pot, c'est pas Mao. Et je pense que de telles exagérations nous conduisent à ne pas comprendre l'originalité de la situation présente. Il y a une tentation totalitaire aujourd'hui. 80. Et John Lydon a lui aussi pris position pour Donald Trump. C'est intéressant. Hein. Les punks, vous voyez, certains punks en tout cas, ont pris position. Pour revenir à l'Europe et justement ce qu'ont souligné Charles Gave et Mathieu Bocoté, sur ce côté, vraiment on se demande, nous, parce que revenons à la France, hein, revenons à la réalité rugueuse à étreindre. William T., on s'en sort comment de cette espèce de contrainte comme ça, de paradoxe extrêmement contraignant, où en même temps, l'Europe, aujourd'hui, l'Union européenne s'est fabriquée en je ne dirais pas castration, n'exagérons rien, mais enfin en maîtrise et de maîtrise douloureuse de la nation, de son autonomie, etc. C'est un peu ce que disaient Boris Johnson et Theresa May. En fait, la question du Brexit, c'est reprendre son destin en main, take back control. Il faut bien analyser la situation. En fait, pourquoi est-ce que les dirigeants européens sont arrivés là? Globalement, ce sont des dirigeants qui ont été marqués, qui n'ont pas vécu la guerre, qui ont été marqués par la question de la Seconde Guerre mondiale et par les drames du XXe siècle, et qui globalement opèrent à chaque fois qu'ils le peuvent une question de conciliation plutôt que d'aller dans le conflit. Ce ne sont pas des gens comme Donald Trump, globalement. Dès qu'il n'y a pas un conflit, ils vont pas rentrer dans la personne. Ensuite, il y a un deuxième point. Pas de conflit, pas de vague. C'est une philosophie, en fait. Ça donne dans tous les points de la vie. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est la question, globalement, l'Europe a été construite parce qu'il y avait un équilibre entre deux visions. Il y avait une vision allemande qui disait, en gros, il faut utiliser l'Europe pour développer l'économie, etc. C'est par l'économie qu'on apportera la paix, la prospérité, blablabla. Et il y avait la vision française, notamment portée par le général de Gaulle et avec le plan Fouchet qui a été avorté. C'est en gros, la France et l'Europe n'existent que quand elle est puissante, elle rayonne et elle a une influence sur le monde. Mais il y a une différence, c'est que depuis la réunification et l'élargissement à l'Est, c'est l'Allemagne qui domine l'Europe. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux visions. Avant, il n'y avait pas quelqu'un qui dirigeait. C'était en gros, la France et l'Allemagne parlaient, et puis en gros, on arrivait à un point de conciliation pour exister. Le fameux duumvirat franco-allemand. C'est ça, c'est pas un couple, hein. C'est une opposition, non. Et globalement, chacun essaie d'avancer ses pions. Alors, il y a un moyen pour répondre à ça, ce serait que la France retrouve son rang. C'est pas près d'arriver, c'est compliqué, on subit un véritable déclassement. Il faudrait qu'on arrive à se remettre en place, et ça prendra un certain temps. Il y a une deuxième question, c'est qu'il faut, si on n'a pas la puissance, il faut utiliser les moyens de puissance qu'on a actuellement pour imposer en fait nos points de vue. On le voit par exemple sur la question de la Turquie, quand Emmanuel Macron s'oppose à Erdogan, les autres, comme ils n'ont pas de courage, ils sont obligés à peu près de nous suivre. Ils ne nous soutiennent pas parce que ce ne sont pas des gens très courageux, mais à minima, ils nous laissent faire. Donc globalement, en fait, il faut s'inspirer, on a parlé de Trump, il faut faire quelque chose. Et en fait, il faut faire en sorte que on leur impose en fait aux autres dirigeants en faisant quelque chose. On se rappelle très bien, par exemple, quand Salvini était un des personnages les plus dirigeants de l'Italie, il faisait des choses, il était globalement pas sanctionné. Hein. Non, c'est vrai, mais parce qu'il avait le courage d'y aller, effectivement. Je pense que la nouvelle ère, c'est pas vraiment une question de talent, c'est juste une question de courage et de volonté. Comme toujours. Clémence. Et oui, on va faire un petit tour quand même du côté du standard 0826 300 300. On va donner tout de suite la parole à Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Je voudrais juste revenir sur bien sûr cette élection de Trump. Peut-être que ça a déjà été dit, mais je crois que le rêve américain n'est pas le rêve français. Aux États-Unis, la réussite est avant tout matérielle. Trump représente justement ce rêve américain. Les tours Trump représentent au fond sa fortune. Et il est donc évident que la fortune de Trump fédère une partie de la population qui, évidemment, a voté pour lui. Alors qu'en France, nous, notre approche est tout à fait différente. Et c'est peut-être pour ça aussi que les prévisions électorales ont été faussées. Et elles sont bien sûr très différentes, puisque nous, notre rêve français est avant tout axé sur un rêve plus philosophique, une qualité de vie basée sur la liberté matérielle, encore que bien sûr elle a son importance, mais elle est terrée. Voyez. Et donc je pense que cette élection présidentielle américaine a tout son sens au niveau de Trump, puisqu'en effet, lui représente ce rêve américain. Voilà. Maintenant, quant
Je vous parlais de l'Europe. Bon, moi, je crois qu'aujourd'hui, la vraie question entre le président turc et l'Europe, c'est qu'il y a quand même un gros souci, notamment au niveau de notre futur usage des véhicules en France et dans l'Europe, puisqu'on sait qu'on va abandonner le pétrole pour aller plus vers ou des batteries ou de l'hydrogène. Et on sait que du côté de Chypre, et notamment en Méditerranée, il y a des puits extrêmement intéressants pour essayer d'extraire du gaz naturel et pour pouvoir faire justement de l'hydrogène. Et je crois qu'aujourd'hui, contrairement à ce que l'on croit, la position de ce fameux Turc, ce n'est pas de s'opposer d'un point de vue religieux, mais beaucoup plus de s'opposer par rapport à une raison bassement matérielle qui est justement cette défense de cette partie de la Méditerranée où il voudrait conserver justement la totalité de ces puits de réserve plutôt que de... C'est pour ça qu'il va sur les... Alors ce n'est pas évoqué, mais je pense que c'est extrêmement essentiel et malheureusement ce n'est pas repris par les journalistes parce qu'évidemment c'est un sujet assez particulier. Bien sûr, on va en parler en tout cas, on va consacrer une prochaine émission à ce problème-là. Juste un mot, Charles Gave et puis William T. Comment vous expliquez quand même, comment vous expliquez ce qui est extraordinaire, c'est que la Turquie continue à recevoir des subsides pour sa candidature, je ne parle même pas en fonction de l'OTAN, mais sa candidature à l'Union européenne que pratiquement personne ne veut plus. Mais le fait qu'elle soit encore candidate amène à qu'elle touche des milliards encore aujourd'hui. Sans compter les milliards qu'on lui donne pour ne pas déverser chez nous les fameux réfugiés. Donc, c'est quand même un signe de la décrépitude. Je crois que si vous voulez, l'Europe est maintenant, pour employer un terme un peu fort, le dhimmi de la Turquie. Vous savez ce que c'est qu'un dhimmi? C'est-à-dire, dans un monde musulman, c'est celui qui paye des impôts pour qu'on ne le massacre pas, quoi. Donc, grosso modo, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Houellebecq avait raison, et le premier ministre du prochain président de la République qui sera musulman, ce sera M. Bayrou, quoi. On est en train de devenir des dhimmis. Faut pas se tromper, quoi. Oui, vous voulez dire qu'on accepte ça au long de, effectivement, encore une fois, la paix, le pas de vague et compagnie. Le pas de vague qui fait beaucoup plus. Vous savez ce que disait, je crois, c'était Bernanos qui disait: les bruits de bottes ont fait beaucoup moins de dégâts dans l'histoire que le glissement feutré des pantoufles. Les pantoufles, exact. William T. Il y a ça, il y a aussi le fait que le problème, c'est que c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe. Et l'Allemagne est composée par une grande minorité turque, et globalement, Merkel, c'est pas la personne la plus conflictuelle de tous les temps. On l'a vu quand il y a eu le conflit, quand Erdogan a traité Macron de malade mental. Elle n'a pas réagi. On ne peut pas dire qu'elle se soit vraiment insurgée. Non, mais ils ont visé une frégate française. Ouais. Ils ont visé une frégate française, ce qui est un acte de guerre. Hein. Ouais. Non, mais il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Ouais. Non, mais parce que Merkel veut pas répondre. Et notamment, la Grèce s'est fait attaquer, Chypre s'est fait attaquer, elle n'a pas voulu répondre à aucun moment. C'est pour ça que moi, quand je disais tout à l'heure, globalement, je pose une question. Notre devoir, c'est de protéger les pays européens parce que ce sont nos pays alliés. Je pose une question. Si on envoyait notre porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle, en Méditerranée, accompagné par 3 destroyers, et qu'on les posait là et qu'on disait, voilà, on maintient la zone contre la Turquie, on a la puissance nucléaire, qu'est-ce que vous faites, vous, les Turcs? Est-ce que Merkel s'opposerait? Est-ce que Erdogan pourrait faire quelque chose? C'est pour ça que ce serait intéressant et ça vaudrait le coup de faire la démonstration. C'est pour ça qu'en fait, je disais qu'il fallait pas s'inspirer de Trump dans sa façon de parler, parce qu'il correspond dans sa personnalité à l'Amérique. Ce qu'il faut comprendre, c'est sa philosophie. Globalement, c'est quelque chose qu'aurait pu faire Donald Trump. Quand il avait un problème avec la Syrie, globalement, il envoyait, il disait, bon, Bachar al-Assad, tu vas faire ça. Il a dit, non, je fais pas ça. Mais lui, il veut l'Amérique first. Oui. Il estime que c'est pas son problème. C'est pas son problème. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, en fait, il faut être cohérent aussi. On ne peut pas imposer des menaces en disant Erdogan insulte le président français, on a des Turcs qui sont descendus à Lyon pour chercher des Arméniens, et la seule réponse qu'on a, c'est rappeler notre ambassadeur. C'est pas une question. C'est pour chercher les Tchétchènes. Pour chercher les Tchétchènes aussi, et pour aller chercher les Arméniens. Donc il faut se faire respecter dans les relations internationales, et je pense qu'en fait, il faut profiter de la situation. Les autres pays sont faibles, il faut, entre guillemets, si je reprenais l'expression de Trump, il faut leur marcher dessus. Eh bien, écoutez, voilà une chose qui est dite, en tout cas.
un autre auditeur, peut-être, Clémence. Alors, en attendant, oui, parce que là, on est en pleine géopolitique et c'est vraiment passionnant. Pour revenir à l'Amérique, hein, qui nous a occupé toute la nuit d'hier et encore aujourd'hui, et puis demain et après-demain, parce que... C'est parti pour. Elle fait partie de nous. Charles Gave, au fond... C'est quand même juste un moment, alors parlons un tout petit peu, presque j'allais dire mythologie ou littérature, mais sans vraiment faire de Trump un héros de la mythologie. C'est quand même assez hallucinant, ce type. Ce type est quand même, qui arrive comme ça, qui est animateur de télé-réalité, qui est promoteur immobilier, bâtisseur de gratte-ciel, que tout le monde considérait, et je me rappelle, puisque je l'avais interviewé il y a 4 ans et demi, et j'ai vu les colibés que j'ai eus, rien que pour avoir manifesté l'intention d'aller le voir. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce clown ridicule? C'est quand même intéressant, on revient toujours à ça, sans faire l'homme providentiel, quelqu'un qui arrive et qui bouscule les lignes, qui fait bouger les lignes, qui bouscule les cartes. Ça est arrivé dans l'histoire, heureusement, beaucoup de fois, mais on a l'impression que là, ça arrive une fois de plus. Et c'est le génie des peuples, ça. C'est le génie des peuples, ce que... Je vais peut-être faire un développement un tout petit peu trop long, mais je vais le faire vite. Vous savez, dans un corps... En bas, vous avez le peuple. Puis au-dessus, vous avez l'administration. Et puis au-dessus de l'administration, vous avez le pouvoir politique. Et la plupart du temps, l'administration a comme pour but de prendre le contrôle du politique. Et ce que veulent l'administration, c'est que rien ne bouge. Ils mettent des règlements, parce que les gens qui sont dans l'administration, ils veulent pas que ça bouge. Les gens qui sont au-dessus, le politique, c'est celui qui a affaire avec l'inattendu. Vous voyez, c'est à ça que ça sert. L'imprévu. L'imprévu. Et le fonctionnaire, il déteste ça. Donc en France, si vous voulez, notre système politique a été complètement dévoré par des fonctionnaires et nos élites font une école nationale d'administration. C'est pas par hasard, hein. C'est-à-dire qu'ils détestent le... Et de temps en temps, dans un peuple, il y a quelqu'un qui réintroduit l'inattendu. Qui sort, qui réintroduit l'inattendu, et en général, il est détesté et moqué par tout le monde. C'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelle le signe noir. Le signe noir, exactement. Le gars qui met sa peau en jeu. Qui met sa peau en jeu. C'est le gars qui met sa peau en jeu. Et donc, les Américains se sont dit, on ne sait pas ce qu'il est, ce gars-là, c'est certainement pas Jésus-Christ, mais il a l'air, d'avoir des idées, et de vouloir s'occuper de nous. Alors qu'on les avait laissés complètement tomber. Et d'avoir le courage de le faire en une phrase. Mais c'est déjà arrivé. Hein. Dans les années 80, Reagan était moqué et méprisé par les élites parce que c'était un acteur. Et à chaque fois, on a un double problème. C'est que l'establishment américain, en fait, méprise intellectuellement leur président. Et nous, en Europe, on les comprend pas parce qu'on les méprise, parce qu'ils font pas partie, entre guillemets, des élites classiques. Exact. Eh bien, écoutez, sans faire partie ou pas des élites classiques, eh bien, nous continuerons à dire ce que nous avons à dire. Merci à vous, Charles Gave, et merci à vous, William T. Merci de nous avoir invités. Merci. Merci beaucoup, merci à vous André Berkoff. En attendant de savoir qui est le président des États-Unis, on peut déjà dire merci aux présidents qui sont autour de cette table. Donc Charles Gave, président de l'Institut des Libertés, William Tey, président du Millénaire, et André Berkoff, président de cette émission. Merci, on vous retrouve évidemment demain à midi. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et sur sudradio.fr. Et puis vous pouvez d'ailleurs, on parlait de l'émission de Charles Gave avec Charles Gave sur l'Obama Guide que vous retrouvez aussi sur YouTube. Et puis dans quelques instants, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye, la contraception est-elle contre nature?